Parce que le biais de confirmation est probablement le biais le plus connu de tous les biais cognitifs. En gros, le biais de confirmation, c'est quand on va choisir des informations qui confirment ce qu'on croit déjà et mettre de côté ce qu'on ne croit pas. Et ça, c'est possible à cause de ce que je vous ai dit au début. On a des ressources attentionnelles et perceptives limitées, donc on ne peut pas se rappeler de tout. On est tous tout le temps en train de choisir. En anglais, on dit pay attention. Et j'aime beaucoup cette expression parce qu'il y a cette notion de dépenser notre attention, le mot payer. On est tous tout le temps en train de décider comment est-ce qu'on paye notre attention, comment est-ce qu'on paye notre mémoire. Qu'est-ce qui m'intéresse? De quoi est-ce que je me souviens? Qu'est-ce que je mets de côté? On est tous tout le temps en train de délibérer sur ces choses. Par exemple, là, ça fait, je sais pas, une trentaine de minutes que je vous parle et vous ne vous souvenez pas de tout. Et moi, je serais incapable de répéter tout ce que j'ai dit de toute façon aussi. Il y a certaines choses qui vont peut-être vous impacter plus que d'autres. Et dans un monde où on a énormément d'informations, que ce soit par les réseaux sociaux, par Internet, etc., ça devient un peu comme un buffet. Chacun peut aller choisir les informations qui l'arrangent. Et il y aura toujours des informations qui disent tout et son contraire. Et on ne sait pas quel est le poids de ces informations. Je ne sais pas combien d'articles viennent dire que ce truc est important, combien d'articles viennent dire que ce truc n'est pas important. Par exemple, je peux trouver des articles qui disent la meilleure chose qu'un individu peut faire contre le réchauffement climatique, c'est de ne pas manger de viande. Mais je suis sûr que je peux trouver sur Google, si je tape « c'est pas vrai », au moins 1, 2, 3, 4, 5, 10 articles qui peuvent me dire qu'en fait, on s'en fout de la viande. Et vu que j'ai des ressources limitées, je ne peux pas me souvenir de combien d'articles existent dans ce camp pour pouvoir les pondérer. Peut-être qu'il y a 100 000 articles qui disent ça et il y a juste 20 qui disent ce truc. Mais mon biais de confirmation va me permettre de délibérer vers le truc auquel je tendais avant. Et le biais de confirmation vient sous-tendre un autre biais qui est très puissant, qui s'appelle le raisonnement motivé. Le raisonnement motivé, c'est la métaphore que j'aime bien utiliser, parce que je trouve qu'elle marche relativement bien pour expliquer ça. C'est comme si j'ai deux manières de réfléchir. Soit je peux réfléchir comme un détective, je suis les preuves et j'arrive à ma conclusion, soit je peux réfléchir comme un avocat. J'ai la conclusion de mon raisonnement, et parce que mon attention est limitée et ma perception est partiale, je vais choisir les informations et les réarranger pour arriver à la conclusion de mon raisonnement. Et donc, quand je suis en raisonnement motivé, la réalité n'est pas... Les faits ne sont pas très importants, vu que je peux piocher des faits, même s'ils sont anecdotiques, pour prouver ce que je crois déjà. Et donc, si moi je suis dans ce qu'on appelle des choix par défaut, on va faire pas mal de biais pour expliquer cette notion, parce que les biais ne viennent jamais seuls, c'est vraiment des sortes d'engrenages pour sous-tendre une sorte de croyance. Si moi je suis dans un choix par défaut, par exemple je suis habitué parce que je suis dans une culture qui adore la charcuterie, c'est très compliqué pour moi de me dire je vais abandonner ce truc. Je vais aller faire un raisonnement motivé pour me convaincre que ce truc n'est pas très important. Et il y a plein de manières de se donner un peu bonne conscience. Parce que si moi je pense, encore une fois, rappelez-vous que notre trame, c'est cette contradiction entre nos intentions et nos actions. On dit tous que c'est très important et on ne fait rien derrière. Et quand on a des contradictions comme ça, on rentre dans une sorte de clé de voûte de la psychologie humaine qui s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand j'ai deux croyances qui sont en contradiction, ou une croyance à un comportement, ou deux comportements. Donc moi, je me dis, le climat, c'est hyper important, j'ai vraiment envie d'aller faire ces vacances à Los Angeles. Je sais que l'avion n'est pas très bon, ça me fait une dissonance. Et dès qu'on est en dissonance, il faut qu'on retrouve une consonance. Et les biais de confirmation vont me permettre de retrouver cette consonance. Par exemple, je vais pouvoir sortir de cette dissonance en regardant sur le site d'Air France et voir que je peux payer en arbre le carbone que j'aurais relâché. Genre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ça s'appelle en anglais du carbon offset. Je vais aller payer et me dire, voilà, genre j'ai pris l'avion, mais on va planter des arbres derrière qui vont transformer le CO2 que l'avion a rejeté en oxygène, et je suis bon. Alors que ce n'est pas du tout vrai. C'est juste un truc de marketing, parce que les arbres, le temps que ça fasse ça, probablement que tout se sera effondré de toute façon. Et il y a des pistes pour tout, pour tous les sujets qui existent, pour que je ne change pas. Je vais me dire, par exemple, je recycle chez moi, donc c'est pas grave si je bouffe de la viande 3 fois par semaine. Je vais me demander, est-ce que vraiment c'est à moi de faire le truc? Diffusion de la responsabilité. Mais aussi, parfois, on va arrêter d'essayer parce qu'on croit que c'est plus possible. Parce que nos biais de confirmation fonctionnent d'un point de vue positif, mais nos biais de confirmation peuvent fonctionner aussi d'un point de vue négatif. Par exemple, il y a un état très handicapant psychologique qui s'appelle l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est quand j'essaye plus de faire quelque chose parce que ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, on ne peut pas y arriver. Mais je vais vous expliquer vite fait, je pense qu'on a le temps.
On a le temps. Je vais vous expliquer vite fait ce qu'on appelle une impuissance acquise. Il a l'opportunité de changer sa situation, qui est quand même assez désagréable. Il est en train de se faire électrocuter, mais il n'essaye pas. Il est dans un biais de confirmation. Il croit qu'il ne peut pas agir, et du coup, ça ne sert à rien d'essayer. Et les personnes qui, pour revenir un peu, pour faire une sorte de loupe aux personnes qui ont de l'éco-anxiété, souvent, les personnes qui ont une éco-anxiété développent aussi une impuissance acquise. C'est des personnes qui souvent sont très engagées, se démènent pour changer d'un point de vue individuel leur comportement, ça ne change rien, et du coup, au bout d'un moment, développent des formes de dépression. L'impuissance acquise est très impliquée dans la dépression, où ils se disent, ça ne sert à rien en fait ce que je fais. Parce que quoi que je fasse, même si je m'interdis tout, j'achète plus de téléphone portable, j'achète plus d'ordinateur, j'achète que des trucs recyclés, j'achète que des habits utilisés, je ne prends plus l'avion, je ne mange plus de viande, je ne fais pas d'enfants, la biosphère est encore en train d'être détruite, le climat est encore en train de se réchauffer, on est en train de perdre la banquise, on est en train de perdre les coraux, on a des inondations partout, on a des feux de forêt partout. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça me permet de parler d'une critique un peu de l'explication des biais cognitifs pour le climat. Parce que souvent, on va présenter notre cerveau comme le coupable de notre inaction, mais ce n'est pas vrai. Parce que notre cerveau n'a pas quelque chose d'inhérent qui nous empêche d'agir. Notre cerveau est tout le temps inscrit dans un contexte. Et il y a des facteurs systémiques qui sont beaucoup plus importants que les facteurs juste individuels. C'est très dangereux de juste parler des facteurs individuels parce qu'on surresponsabilise l'individu. Et quand on surresponsabilise l'individu, de manière un peu complémentaire, on invisibilise le système. On dit « Ah ouais, si on ne fait rien, c'est à cause d'une zone dans notre cerveau qu'on a vue sur un IRM qui s'active quand on fait ça et qui ne s'active pas quand on fait ci. » Ça, c'est un peu réducteur, c'est un peu simplificateur comme vision. Et c'est important pour moi, en tant que neuroscientifique, de réaliser aussi les limites de ma discipline. Et ça n'explique pas tout, parce qu'il y a des facteurs qui sont beaucoup plus puissants que juste ça. Par exemple, l'impuissance acquise, le fait que même si j'ai tous les comportements vertueux qui existent, je vais juste développer une sorte d'échec permanent qui va m'avoir à l'usure. Et puis, il y a aussi les déterminants économiques. Par exemple, imaginez que moi, je me dis, je ne veux plus manger de burgers, et j'adore les burgers. Et disons que j'adore le McDo. Je vais commencer à manger de la nourriture végane. Mais quand je sors de chez moi, il y a des McDo à chaque coin de rue, et le restaurant vegan est à 10 stations de métro. C'est complètement hypocrite presque, et surtout de mauvaise foi, de dire « Albert, c'est la faute de ton cerveau que tu n'es pas en train de te taper 10 stations de métro à chaque fois que tu veux déjeuner. » L'offre dans laquelle j'agis me pousse énormément à cette consommation-là. Et de la même manière qu'on a des sociétés de protection du consommateur, on devrait avoir des sociétés de protection de nos biais. Et ça existe déjà, par exemple, un exemple très banal. Il y a quelques années, vous avez vu apparaître au supermarché sous le prix au kilo. Ça, le prix au kilo, c'était pour aider notre rationalité. On n'a pas des sortes de règles de toi en permanence dans notre tête. Et il y avait des marques qui s'amusaient à faire les malins, où par exemple, ils écrivaient sur leur boîte en très grand, en rouge, format familial. Et le format familial était plus cher au kilo que le format pas familial. Donc on a fait une loi. On a dit, les gars, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez le droit de faire votre marketing un peu mensonger, parce que ce n'est pas vraiment mensonger, il n'y a rien qui dit que le format familial doit être moins cher, mais nous, on va aider le consommateur, on va mettre le prix au kilo. Et donc, on a aussi une responsabilité systémique de donner la chance à notre cerveau d'agir. On ne peut pas juste le blâmer et se dédouaner. Quand moi, je vois des offres que Apple est en train de sortir 4 iPhones chaque année, et qu'il y a une forte désirabilité sociale parce que j'ai 20 ans et j'ai envie de frimer avec mes potes, je peux pas me dire que c'est la faute du cortex cingulate antérieur que ce mec est en train d'acheter l'iPhone, et Apple, eux, ils ne sont pas responsables de rien du tout, d'avoir produit 4 téléphones chaque année. Je peux pas me dire que ce n'est pas la faute de EasyJet de faire des allers-retours Paris-Barcelone alors qu'on se l'appelle, et je vois qu'à Barcelone, il y a plein soleil à 30 €, et de me dire que c'est la faute d'Aurélie parce qu'elle a acheté son billet, parce que son striatum lui a dit que ce n'est pas très important. C'est un peu de mauvaise foi, et c'est important pour moi de le dire, que l'hypothèse que c'est juste notre cerveau qui est incapable d'agir est fallacieuse. Elle est hyper réductrice. Tous ces facteurs sont très importants à prendre en compte, mais il ne faut jamais oublier que nos biais sont contextuels. Et le contexte sociétal, économique, de normes informationnelles dans lequel on baigne est primordial
sur la manière dont notre cerveau traite ces informations. Et donc venir commencer notre raisonnement à partir de la strate traitement de l'information sans prendre en compte l'information qui est disponible est pas vraiment très honnête intellectuellement. Parce que la technique nous a sauvés avant, la technique va nous sauver dans le futur. Mais ça, c'est vraiment une sorte de raisonnement circulaire, parce que les Romains avaient aussi une technique. Ça ne les a pas sauvés. Les Mongols avaient aussi une technique. Ça ne les a pas sauvés. Les Grecs avaient aussi une technique. Ça ne les a pas sauvés. Faire le pari que la technique va nous sauver nous permet justement de faire une diffusion de la responsabilité, pas sur les autres, mais sur une sorte de totem magique qui va descendre et nous sauver. Ça frôle presque ce qu'on appelle le scientisme, qui est un peu un gros problème pour nous les scientifiques, qu'une sorte d'intervention fortuite, dont on ignore l'existence, va arriver et nous le permettre. Et on commence à voir ces totems apparaître. Par exemple, il y a 2 mois, je ne sais pas si vous avez suivi, ça n'a pas été très couvert, mais la première usine qui recapture l'oxygène, le CO2 de l'atmosphère et le transforme en oxygène a été inaugurée en Islande. En gros, on a dépensé des millions pour construire un arbre, mais sous forme d'usine. Et c'est vraiment une sorte de métaphore de notre problématique. On aime bien créer des problèmes, les résoudre mal et se dire « voyez, ça marche ». Et cette forme d'abandon à la technique est une forme de nouveau climato-sceptisme. Il y a de moins en moins de gens qui disent « le réchauffement climatique n'existe pas ». Mais il y a de plus en plus de gens qui disent « on n'est pas obligé de faire quelque chose parce qu'on va résoudre le problème de toute façon ». Et ça, c'est tout autant une manière de se déresponsabiliser, de ne pas agir. Et je ne sais pas comment on va résoudre ça, parce que c'est une croyance très très ancrée, parce que l'espèce humaine, en gros, dans mon métier, nous les humains, on est en compétition pour expliquer le monde. Le monde est quelque chose d'ambigu, ça prendrait pas mal de temps pour vous expliquer le pourquoi du comment, mais en gros, on ne sait pas trop quel récit on va se raconter. Et on est une espèce qui aime bien se raconter des récits, et il y a une compétition sur ces récits. Et le récit de la technocratie est un récit très puissant, parce qu'on a éradiqué des maladies, etc. Mais on ne voit pas un peu la face obscure de tout ça. Oui, on a éradiqué des maladies, on a de l'électricité, on a machin, mais on a aussi détruit 50% de la biosphère, on a détruit une grande partie des ressources naturelles, on a pillé une grande partie des ressources naturelles. On a maintenant, pour ceux qui travaillent un peu dans les industries des matières premières, on a un gros problème de pénurie de matières premières. On a un gros problème de fabrication. Maintenant, aux États-Unis, c'est quasiment impossible d'acheter une voiture parce qu'il n'y a plus les puces, en partie à cause de Covid, mais en partie aussi à cause du pillage des ressources limitées qu'on a sur la Terre. Et donc, notre progrès technique vient aussi à un prix. Et la question, c'est est-ce qu'on peut continuer à payer ce prix? Et ce n'est pas du tout mon champ de travail, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est oui ou si c'est non. Moi, mon champ de travail, c'est comment est-ce que cela impacte nos prises de décision. Encore une fois, moi, je suis neuroscientifique et psychologue, je travaille sur le facteur humain. Je ne pourrais pas vous dire, peut-être qu'on va développer une technologie dont j'ignore l'existence pour résoudre tout ça, mais en attendant, de ce que me disent les chercheurs qui, eux, bossent sur ces trucs, on n'a pas encore cette technologie. Ça a un impact hyper délétère sur les engagements qu'on prend. Parce que si moi je me dis inversement, donc il y a d'un côté l'impuissance acquise dont je vous ai parlé avant cet extrait-là, et de l'autre côté, l'autre face de ça, ce qu'on appelle l'illusion de connaissance. C'est quand je crois que j'ai compris quelque chose alors que pas vraiment. Et le prix de cette illusion de connaissance dans ce cas-là, si je me dis que moi, je suis certain qu'on va trouver quelque chose, qu'il faut miser sur le génie humain, ben à quoi ça sert que je fasse des efforts? Pourquoi est-ce que je vais me priver de tout ce qu'on a dit, du nouveau iPhone, de nouvelles fringues, de mes voyages, de mes steaks, de faire 10 gosses, etc. Si de toute façon, tout ce problème va être non existant. C'est très dangereux de prendre en compte, de faire ce pari, comme ça un peu à l'aveugle, parce que si les Romains, quand ils ont fait leur pari, leur civilisation s'est effondrée, à l'échelle de l'espèce, c'est pas très grave. Genre, que Athènes tombe, ou que Rome s'effondre, ou que l'Empire ottoman se divise, ou que le bloc soviétique s'effondre. Mais le problème, c'est que les chercheurs nous disent que si on perd ce combat-là, c'est l'espèce
et probablement pas seulement juste l'espèce humaine. Quand on dit le réchauffement climatique, il faut qu'on sauve la nature, en fait, il faut qu'on sauve les humains, parce que la planète Terre va bien s'en sortir, et il y aura probablement d'autres formes de vie qui peuvent survivre dans les conditions qu'on aura créées. Mais c'est un peu notre peau qu'on joue. Et est-ce qu'on veut vraiment risquer notre peau sur une technologie encore inexistante, une sorte de mythe de Prométhée qui va nous descendre le feu? Je ne suis pas vraiment sûr. Avant de finir, je veux revenir un peu sur quelque chose que j'ai dit juste avant cet extrait, et j'ai oublié d'en parler, sur cette notion, encore une fois, du système et du cerveau. Toutes ces choses créent ce qu'on appelle un contexte informationnel, et notre cerveau a besoin de créer du sens à partir de tout ça. Et juste parler du cerveau, comme je vous disais, c'est un peu limitant. Ça me fait penser à quand on parle à l'addiction, par exemple, des réseaux sociaux. Quand on dit « Ah ouais, les gens sont addicts aux réseaux sociaux parce qu'ils ont des likes » et que ça donne des doses, des shots de dopamine. C'est un peu le même problème que le striatum. Si moi, je suis un ado et je ne suis pas sur TikTok et tous mes potes sont en train de faire la danse TikTok, je suis un peu aussi exclu socialement. Ça n'a rien à voir avec la dopamine. Il y a tous ces facteurs. Et donc, pour répondre à la question climat tous biaisés, je pense que oui, on est tous biaisés, mais on n'est pas biaisés à cause de notre cerveau. On est biaisés à cause des modèles, des systèmes concrets. Quand je travaille sur donc, le trait commun entre les différents boulots que je fais, que ce soit en tant que clinicien, en tant que prof à la fac, ou en tant que quand je travaille avec le CSA pour la lutte contre la désinformation en ligne, ou avec le ACT Lab sur le réchauffement climatique, la question qui, moi, m'anime, c'est comment est-ce que j'acquiers de la connaissance? Comment est-ce que je sais ce que je sais? Et comment est-ce que je peux savoir si ce que je sais est de bonne qualité ou pas? On appelle ça le raisonnement critique. Et le raisonnement critique, donc les biais cognitifs et tout ça, chaque règle du jeu, chaque système conditionne comment les humains vont agir. Et donc nos biais ne dépendent pas juste de moi, mais dépendent aussi des règles dans lesquelles je me trouve. Et je pense que la manière, si on va avoir une chance de sortir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir changer les règles du jeu. Et ces règles du jeu, on n'y a pas tout le temps accès. Et donc je n'ai pas vraiment la réponse à comment on va faire. Désolé, ce n'est pas mon champ de travail. Mais ce que je sais, c'est que on pourrait réécrire cette phrase et au lieu de dire climat tous biaisés, on pourrait penser ça un peu comme un raisonnement circulaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'auto-biaiser en permanence? Et est-ce que ce genre de tous biaisés ne serait pas l'ultime manière de nous déresponsabiliser en disant c'est pas notre faute, c'est la faute de nos biais cognitifs? Et c'est important pour moi de réaliser que ce n'est pas le cas. Encore une fois, je n'ai pas vraiment de conclusion à faire parce que je n'ai pas encore de réponse à comment est-ce qu'on peut combattre le raisonnement, les biais cognitifs dans le climat. Le raisonnement critique, on cherche encore dans les sciences de l'éducation le saint graal de comment est-ce qu'on pourrait avoir moins de biais. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur les biais cognitifs, j'ai autant de biais que vous. Il n'y a pas vraiment de différence. On ne sait pas si c'est possible, parce qu'encore une fois, c'est une sorte de fonction de notre cerveau. Et ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir juste en regardant l'individu. On a besoin un peu de changer les règles du jeu. Comment est-ce qu'on change les règles du jeu? Je ne sais pas. Mais j'espère au moins que ça vous donne des pistes pour des personnes qui nous regardent, qui eux savent comment changer les règles du jeu, pour qu'on puisse travailler un peu ensemble pour y arriver.